Bonjour à tous, plus que quelques jours avant le début de la sacro-sainte saison de WNBA que nous attendons tous avec tellement d'impatience. Avec l'équipe de Switch, on s'est donc réunis aujourd'hui pour faire un ultime point, pour vous faire part des toutes dernières nouveautés qu'on n'avait pas pu aborder dans le dernier épisode du podcast que j'espère vous avez évidemment écouté. Et puis on va aussi vous récapituler nos pronostics pour assumer complètement devant le monde entier nos choix, foireux ou pas. Et enfin, on vous donnera également nos pronostics pour tout ce qui concerne les trophées, donc ça veut dire MVP, coach de l'année, sixième femme, etc. Un programme light mais intense malgré tout qu'on vous propose de suivre dès maintenant. Et on commence par justement la vie dans ce qu'on appelle la Wubble. Donc pourquoi Wubble? Parce que c'est la bubble, la bulle floridienne de la WNBA. Alors l'arrivée dans la Wubble s'est fait maintenant il y a 15 jours. Alors premier point important à noter, c'est que ça semble très bien fonctionner ce système, parce que si on regarde chez les homologues masculins, il y a quand même pas mal de petits couacs avec des lignes anonymes où on dénonce les petits copains qui font venir les stripteaseuses, certains joueurs qui doivent partir ou alors qui tombent malades parce que justement les stripteaseuses ne sont peut-être pas venues avec leur masque. Bref, c'est un peu plus anarchie, alors que du côté de la WNBA, ça a l'air quand même très très clean et ça a l'air de porter ses fruits dans un pays qui, on le rappelle, est toujours en plein dans une vague de Covid assez intense. Donc voilà, quel est votre sentiment, vous, par rapport à cette wobble? On avait un peu dit, est-ce que vous ne voudriez pas mieux annuler la saison? Il y avait des oiseaux de mauvais augure qui étaient plutôt négatifs. Moi, je trouve que ça se passe plutôt bien pour le moment. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Moi, je trouve ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une vraie bonne ambiance. On a l'impression qu'elle se retrouve comme à la fac ou en colo et qu'elle elle tire le meilleur parti d'une situation qui est pas facile. À la base, on leur demande d'aller travailler concrètement dans des situations compliquées. Au niveau sanitaire, ça reste, elles sont en Floride, là où Le il y a pire. le pire de contamination. Voilà, tu peux pas faire pire. Et je trouve qu'elle met de la bonne humeur. Elle continue de s'exprimer sur les sujets importants. On en voit beaucoup écrire dans le Players Tribune sur des sujets de société. Et puis elle bosse, elle s'amuse. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance bon enfant. Et ça donne vraiment envie que la saison commence, quoi. Ouais. Moi, je me suis fait un peu la même réflexion de se dire, à suivre un peu l'actu, je suis quand même pas mal la NBA aussi, et de me dire, en fait, c'est fou, les filles, elles respectent les règles, quoi. Il y a un moment, ouais, elles commencent pas à essayer de ramener des gens qu'elles peuvent pas, de se dire, oui, mais non, moi, j'irais bien faire ça. Et après, bon, peut-être il y a quand même moins de médias qui tournent autour, et que donc on est peut-être moins au Ouais. courant de pas mal de choses, alors que, bon, malheureusement, la NBA aussi, il y a un gars, il a un malheur d'acheter un biscuit, pas dans le distributeur qu'il fallait, dans la seconde, il y a 3 articles, quoi. Donc ça, effectivement. Alors autre chose, ouais, par rapport à l'ambiance, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, je sais pas, moitié colonie de vacances, moitié allez, village olympique, un peu comme Ouais. ça, où elles sont toutes. Enfin, moi je suis pas trop. J'ai vu passer de loin le Sky qui communique beaucoup. On les voit beaucoup faire pas mal de choses et j'ai vu un petit peu les Lynx. Sinon, ben, moi fatalement c'est plutôt les Mystics que je suis et la fameuse chambrée Maïcha, Emma et Ariel Atkins, je crois Oui, c'est qu'elles sont ça. toutes les trois. Oui. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de fois où on voit toute l'équipe qui revient dans leur lodge, et tu as juste l'impression de voir ouais, une bande de gamines en voyage scolaire. C'est assez drôle, et en tout cas, on sent que l'ambiance est bonne. Maintenant, moi, je me demande s'il n'y a pas un aspect aussi, c'est qu'on sait bien qu'il y a quand même beaucoup de filles qui ont l'habitude de faire des saisons à l'étranger, et donc le côté, on va à un endroit qu'on connaît pas, on loge dans un premier temps à l'hôtel, dans un truc, et puis on se retrouve en coloc, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui se retrouvent en coloc Ouais. aussi quand elles sont dans des équipes. Et au final, on se recentre un peu sur l'équipe, parce que dans un premier temps, c'est les seules personnes qu'on côtoie pendant 3, 4, 5 mois. On se retrouve la première fois en Russie, en Turquie. Enfin, et je me demande si du coup les filles sont peut-être pas un peu mieux préparées à ça que les mecs qui ont toujours été dans leur confort. Alors même s'il y a beaucoup de voyages, mais c'est quand même, et on l'a déjà dit plein de fois, le confort d'une saison NBA ou d'une saison WNBA, c'est pas du tout pareil. Mais du coup, quand on change les habitudes et qu'on reste dans une situation un peu inconfortable, ben, je trouve que ouais, les filles s'en sortent quand même mieux. Peut-être parce que, ben, au final, ouais, c'est inconfortable, mais en fait, notre carrière complète, elle est inconfortable. Donc, Ouais. allons-y, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Normalement, enfin, au départ, cet enfermement, c'est le résultat d'une situation un peu compliquée. Mais finalement, on se demande si c'est même pas plus confortable que d'habitude. Parce que quand on y pense, elles ont pas ces trajets très longs à enchaîner, à prendre l'avion en classe économique. Elles sont sur place, elles ont plus de temps pour récupérer. Et il me semble que c'est Ali Quigley qui disait récemment que certes, c'est difficile pour elle d'être un peu éloignée de sa famille pendant 2 mois, mais en même temps, elle dit que ça lui permet de plus profiter de ses coéquipières, de Courtney Vanderfloot aussi, sa femme. Et puis, j'ai l'impression, oui, que par rapport aux revendications du CBA, il y en a pas mal, finalement, enfin, auxquelles elles ont trouvé réponse dans la bubble. J'ai l'impression qu'elles ont chacune leur chambre, Ouais. à part quand elles le souhaitent. Comme je disais, pas de déplacement. Enfin bref, ça a l'air pas Comme elle mal le pour elles. souhaite. Bah, je pensais à Sloot et à lui, Je bien sais. sûr, mais voilà, on a eu un petit tour de la part du Chicago Sky, c'était plutôt cool. Ouais, et elles s'amusent bien, mais en même temps, il y a un gros focus boulot quand même qui est loin d'être négligé. Mm. Je prends un exemple, Sandy Brandello, la coach de Phoenix Mercury. Donc, elle est mariée à celui qui est cette année le premier assistant coach du Chicago Sky. J'ai oublié son nom malheureusement à lui. Ils ont pris la décision de ne pas vivre ensemble. Donc évidemment, on leur a dit, voilà, venez avec vos 2 enfants, installez-vous. Et elle a dit non, lui, il va aller avec... ils ont un garçon et une fille, je pense, elle va aller avec son garçon, avec les coachs du Sky, etc. Et elle est avec son équipe, donc ça montre quand même colonie de vacances et tout, oui, mais voilà, elles sont pas là pour blaguer. Alors c'est clair qu'on rigole beaucoup avec les lézards, avec certains trucs de la nourriture. Je suis contente aussi de voir que voilà, il y a eu quelques petits couacs au tout début, mais on n'en entend plus du tout parler. On avait vu 2-3 images qui inquiétaient un peu, et puis finalement, je pense qu'elles sont globalement assez bien. Et il y a un bon état d'esprit. On a demandé parfois, la dernière fois à Emma Messman, voilà, si c'était pas trop difficile, vu ce dont on va parler après, parce que voilà, il y a quelques défections importantes du côté des Mystics. Elle a dit, moi je voulais être dans la bulle parce que ce qu'on va vivre là c'est historique. Et j'ai vraiment envie voilà, c'est le côté aventurier aussi, je pense, pour pas mal de joueuses, de se dire, voilà, j'en fais partie, c'est fun. Et quelqu'un a même conclu, c'est pour ça qu'on aime Emma Messman, entre autres. Mais vraiment, non, c'est un très chouette exemple. Et puis, en termes de danger, malgré tout, être justement protégé comme ça avec des tests permanents et ce genre de choses-là, je pense que ça reste quelque chose, finalement, quelqu'un avait dit aussi, c'est sans doute un des endroits où tu peux être le plus sécure là maintenant, parce que personne les approche sans avoir fait 2 tests Covid négatifs, etc. Et donc la preuve, c'est que pour le moment, la Wobble, elle tient. Donc voilà, moi en tout cas, personnellement, super positive vis-à-vis de ce que je vois, et ça me donne effectivement, comme disait Shai, encore plus envie que la saison commence. Maintenant, cette saison qui commence, justement, par rapport à notre dernier podcast, il y a eu quelques petites infos supplémentaires. D'abord du côté d'Indiana, peut-être un petit point à faire parce que c'est sans doute l'équipe qui a le plus souffert du Covid, puisqu'il faut savoir qu'elles sont arrivées une semaine après tout le monde et qu'actuellement Lauren Cox et Erika Wheeler ne sont toujours pas dans la Wobble. Alors que du côté de Julie Allemand, ça se passe super bien, son acclimatation se fait, je pense, pas mal. On a l'occasion de voir pas mal de vidéos. Elle s'est exprimée sur le sujet et Marianne Stanley s'est aussi exprimée sur Julie en étant très positive. Est-ce que vous pensez que ce qui arrive là au Indiana peut les déforcer pour le début de la saison? Ouais, Julie va tout déchirer, hein. Non, mais fatalement, oui, c'est toujours compliqué de pas avoir tout le monde au démarrage, la préparation. Maintenant, même pour les autres, la préparation, elle est quand même hyper courte. C'est très, très, très particulier. Faire une préparation comme ça, on a vu certaines personnes qui parlaient qu'ils axaient plus la préparation pour le moment, même pas spécialement sur le ballon, parce qu'en fait, ça, entre guillemets, ça reviendra, mais parce qu'il faut surtout éviter Les de blessures. commencer à claquer un muscle et ce genre de choses. Donc, oui, effectivement, c'est pas idéal. Maintenant, la semaine de retard qu'elles ont eu, elles ont quand même déjà pas mal bossé, peut-être en individuel, mais à Indianapolis. Ouais. Et donc, est-ce que vraiment ça va leur donner un retard? Peut-être. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont vu leur roster modifié et qui sont pas spécialement enfin, qui auraient bien mérité aussi une préparation plus longue. Et donc, je sais pas si vraiment ça va tant les toucher que ça. Ouais. Dans les équipes qui ont été touchées par rapport au dernier podcast, je me souviens que j'avais parlé de Liz Cambage en disant je n'ai pas de nouvelles de Liz Cambage, je m'inquiète. Voilà, en fait j'avais raison de m'inquiéter puisqu'elle n'est pas là. Pour vous, grosse perte pour les Aces, ou est-ce que ça redessine tout, ou il y a moyen de survivre à ça?
C'est bizarre parce que sur le coup, forcément, on se dit c'est une catastrophe, c'est leur force dominante à l'intérieur. Mais d'un côté, ça résout une partie des questionnements qu'on avait sur la façon dont ils allaient jouer. On se demandait, bon, est-ce que A'ja Wilson et Liz Cambage allaient pouvoir, est-ce qu'elle allait avoir assez de spacing, est-ce que les deux allaient pouvoir s'exprimer pleinement? Là, du coup, bah, les choses sont plus claires et mine de rien, l'équipe est encore très très compétitive sur le papier. C'est juste que A'ja Wilson va être l'option numéro 1 indiscutable et que le jeu va passer par elle. Après, Liz Cambage, c'est une figure de la ligue et on aurait aimé la voir aussi, même dans ce contexte-là, ça aurait été marrant, je pense, parce elle a quand même une personnalité marrante. Je les vois, moi, on en a déjà parlé de nos pronos dessus, moi je les vois quand même assez dangereux, surtout avec ce coach-là et l'effectif qu'elles ont encore. Je pense qu'elles sont quand même dangereuses, même sans Cambage. Ouais, et alors peut-être le troisième club dont on doit parler absolument, Flo, désolé, mais voilà, c'est la double défection au sein des Mystics, puisque d'un côté il y a Tina Charles. Tina Charles C'est bien ça, Shai? Oui, Tina Charles, très bien. Et pas Taina, enfin. Donc Tina Charles, qui est forfait à cause de l'asthme, puisqu'elle a des problèmes d'asthme, et donc elle a obtenu, je pense, la dispense médicale. De l'autre côté, donc ça, que dire si ce n'est que c'est vraiment super triste. Que c'est aussi peut-être qu'on ne verra pas jouer Tina Charles au Mystics, puisque c'est un contrat d'1 an. Donc ça, malheureusement, c'est un coup dur et c'est triste parce que cette arrivée-là allait faire de beaucoup de bien. Et puis voilà, il y a Elena Delle Donne, ça c'est le cas Elena Delle Donne. Pourquoi je dis le cas? Parce que elle souffre de la maladie de Lyme. Elle est en plus en convalescence de son dos et c'est visiblement pas encore tout à fait remis puisqu'elle a eu une opération suite à une double ou triple hernie discale. Et là, en fait, la Ligue ne lui a pas donné l'exemption médicale. Donc, ça veut dire qu'en gros, si elle décide de ne pas jouer, elle n'est pas payée. Donc, elle s'est fendue d'une lettre ouverte assez intense que Shai nous a d'ailleurs traduite. Mais malgré tout, il y a quand même eu... alors, il y a clairement deux écoles. Il y a ceux qui comprennent et qui trouvent que la décision de la Ligue n'est pas bonne. Et puis, moi, j'ai revu, mais à gauche, à droite, et quand même plus d'une fois, revenir toujours les mêmes critiques sur Elena Delle Donne, puisqu'en fait, on lui reproche à nouveau ce qui s'est passé à Chicago en disant qu'elle n'est pas là quand l'équipe a besoin d'elle, que c'est une diva, que c'est... et donc voilà, c'est dur parce que je pense que l'équipe la soutient et Mike Thibault était dans ce sens. Mais en attendant, c'est à nouveau son image qui est écornée alors que justement, elle avait réussi à redorer le blason après ces finals magnifiques où elle joue blessée. Voilà, au-delà du fait qu'elle va manquer à la saison et à l'équipe, évidemment, c'est vraiment dommage d'à nouveau avoir ce genre de discussion à propos d'une joueuse et de son état de santé, et elle est quand même finalement maîtresse de ce qu'elle décide de faire. Après voilà, le souci ça vient peut-être de la communication. Je sais pas quel est ton avis, Flo, sur la question. C'est très long, on peut faire une vidéo complète là-dessus. Non, je me suis posé beaucoup de questions dans tous les sens au fur et à mesure que les infos sortaient. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé sur les réseaux parce que j'avais un peu du mal à me positionner. Bon, tout le côté, c'est une diva, elle joue pas, enfin ça, on balaye, les rageux, il y en a toujours et elle a des problèmes médicaux et la base de toute façon doit être que le choix lui revient et que donc de base, si elle avait des doutes, en fait, moi je pense que le problème c'est que dès qu'elle a demandé sa dispense médicale, même qu'elle a fait la demande, limite elle aurait dû communiquer de façon complètement transparente là-dessus en expliquant la lettre. Il fallait pas qu'elle arrive après qu'elle reçoit le truc, il fallait qu'elle explique ses problèmes une semaine avant. Mais moi je pense qu'en fait des joueuses qui ont demandé leur dispense médicale, il doit y en avoir un paquet, et il y en a un paquet qui ont reçu des réponses positives ou négatives et dont on n'a rien su. Je crois que voilà, parce qu'encore une fois il n'y a pas une médiatisation à outrance sur tout ce qui se passe. Après, au niveau de tous les gens qui sont énervés à vouloir vomir sur la Ligue, moi je suis un peu plus mesuré parce que c'est une situation qui en fait est hyper compliquée dans le sens où il y a un protocole qui a été mis en place entre la Ligue et l'association des joueuses, dont Elena Delle Donne est vice-présidente si je ne me trompe pas. Et ce protocole-là, il était fait de manière à ce que tout soit globalement juste et équitable. Ils ont décidé d'un panel de médecins. Pour moi, c'est le panel de médecins qui s'est chié dessus et qui a pris une décision qui est mauvaise, mais qui est en fait mauvaise. Enfin,
on est dans un cadre ici, on va pas en parler pendant 3 heures, mais c'est des gens qui en fait ils font de l'expertise comme on ferait de l'expertise dans de l'assurance ou dans ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est des gens dont ils établissent juste quelque chose pour savoir si derrière on va payer ou pas. Donc c'est hyper financier et donc personne ne veut prendre de responsabilité dans ce cas-là. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les recommandations nationales qui en gros viennent de l'OMS et il se trouve que la maladie de Lyme, elle n'est pas considérée comme à risque. Alors c'est peut-être je suis pas médecin donc j'en sais rien, c'est peut-être un problème mais c'est pas reconnu comme tel. Et alors en plus, Elena Deldon, elle souffre de maladie de Lyme chronique, c'est-à-dire que sa maladie de Lyme dure après les 2-3 ans qu'on considère que ça peut durer. Et ça, il y a même des médecins qui ne reconnaissent pas l'existence de cette maladie-là. Donc d'un point de vue assurance, d'avoir quelqu'un qui te couvre derrière, il y avait personne. Donc les médecins ont pris cette décision-là, qui est pour moi une très mauvaise décision, mais qui en fait est totalement dans une logique purement on rentre dans les cases, on rentre dans ce critère-là. Et après, derrière, pour moi, la Ligue, elle est coincée, parce que si elle fait une exception pour Elena Deldon, on ne sait pas, mais combien de joueuses peuvent alors se dire, oui, mais moi ok, parce que je suis pas la MVP de la Ligue, j'ai demandé une dispense, on me l'a pas donnée, je me suis fait tège, j'ai rien dit parce que je suis seulement 7e joueuse d'une équipe, et donc à partir de ce moment-là, la Ligue, elle se retrouve coincée à pas pouvoir faire une exception pour Elena, alors que, donc voilà, moi je trouve que c'est une situation qui est très compliquée, où personne ressort grandi, mais j'ai pas envie de ressortir vraiment de coupable, à part les 3 médecins qui, pour moi, ont pas pris leurs responsabilités. Voilà, ça c'est mon avis. Après, je suis hyper triste de pas voir Elena, je la comprends tout à fait, et voilà, je trouve qu'elle aurait dû avoir sa dispense médicale. Et toi, Liv, t'es d'accord avec l'avis de Flo? Oui, tout à fait d'accord. Mais comme tu dis, finalement, je trouve que c'est peut-être Mike Thibault et l'organisation des Mystics qui, en décidant d'eux-mêmes de continuer à payer les Deldon, sauvent un peu tout le monde parce que ça aurait vraiment fait scandale si Ididi s'était retrouvé sans salaire pendant toute une saison. Et en même temps, ça permet d'éviter ce côté exception qui ensuite pourrait ouvrir le cas à d'autres demandes. L'avantage, si on peut dire, c'est qu'elle est encore en rémission de blessure, donc ils peuvent mettre ça en avant et dire que elle n'est pas tout à fait rétablie et qu'une fois qu'elle se sentira bien, c'est d'ailleurs ce que Mike Thibault a dit, si elle a envie de venir, elle pourra rejoindre l'équipe. Ouais, elle est toujours dans le roster. Entre deux, voilà. Et toi, Shai, tu portes le deuil ou ça va? Ouais, c'est un peu compliqué, mais le problème, c'est là que je vois qu'il y a encore un décalage entre la NBA et la WNBA, c'est que je pense que la NBA aurait un tel degré de professionnalisme et pas d'attachement, c'est presque une obligation, mais par rapport à ces joueurs, ils font absolument tout, c'est une ligue de joueurs maintenant, ils font absolument tout pour anticiper la moindre requête, la moindre doléance, le moindre problème. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout anticipé, alors que tout le monde connaît les problèmes médicaux d'Elena Deldon. Je pense que ça pouvait s'anticiper, vu la situation qui se profilait. Et du coup, tout le monde a un peu communiqué en dernière minute. J'ai l'impression que là, sa lettre, elle l'a écrite un peu en dernière seconde aussi, et que je suis pas sûr qu'elle avait prévu de le faire. Comme elle le dit dans la lettre, d'ailleurs, elle s'attendait tellement à être dispensée que je pense aussi c'est pour ça qu'elle n'a pas communiqué. Elle s'est dit, j'ai quand même une maladie, ils sont quand même très au courant de ce que j'ai, ils savent ce que je vis au quotidien, parce qu'il faut lire l'article, c'est extrêmement compliqué de vivre avec la maladie de Lyme. Et elle s'est dit, j'ai pas besoin de communiquer tout de suite. Donc c'est pareil, comme Flo, je suis d'accord, c'est compliqué de dire c'est à 100% la faute de la Ligue, c'est à 100% de la faute d'un tel. C'est juste une situation qui, à mon avis, pouvait être mieux anticipée, mieux préparée, pour éviter que ça fasse ce petit tollé, mine de rien, à l'échelle de la NBA, ça fait quand même du bruit. Avoir sa MVP qui est mécontente et avec laquelle les dégâts sont peut-être amenés à durer, c'est problématique pour une ligue qui veut se développer. Et c'est quand même une figure qui est très reconnaissable dans le monde, Elena Deldon maintenant. Il n'y a pas beaucoup de joueuses qui sont reconnaissables par les non-initiés, et elle en fait partie. Elle est sponsorisée par Nike, c'est un peu regrettable. J'espère que les rapports vont s'arranger et que tout va rentrer dans l'ordre, mais j'ai un petit peu peur. Alors, je crois que c'est une situation sur laquelle tout le monde aurait pu de toute façon mieux communiquer, parce que surtout, et là c'est un truc qu'on a vraiment vu et qu'on a vu un peu aussi au tout début de la bulle, quand il y a eu des images des chambres qui n'étaient pas top, de la bouffe et tout ça, c'est que là tout d'un coup il y a plein de médias pour parler de la WNBA. Ouais. Quoi.
C'est-à-dire que tous les médias, même des médias génériques qui traitent à moitié pas de sport, alors même les médias NBA Sport, alors là, tout d'un coup, tout le monde, oh, regardez, on a vu un lombric dans un truc, oh, regardez, ils ne respectent même pas leur MVP. Et ouais, c'est vrai, il faut en parler. En plus, c'est vraiment des sujets qu'il faut aborder. Et le cas d'Eldon est vraiment un cas dont il fallait parler, parce qu'il y a eu des couacs, et des couacs aussi de communication de toutes parts, à part de Mike Thibault. Et... mais ouais, c'est bien d'en parler quand c'est positif aussi, quoi. Mais bon, enfin, nous on le fait, mais c'est vrai que là je me suis dit, ok, il y a un drama, il faut que tout le monde tombe dessus comme des charognards, ça m'a un peu énervé, quoi. T'as raison, c'est exactement ça. Il y a plein de médias, même américains, hein, qui se sont mis à parler que de ces choses-là, au lieu de mettre en lumière le rôle positif et tout ce qui est défendu par les joueuses. Et justement, parce que nous on est plutôt positifs, avant de passer au sujet suivant, je voudrais que vous réfléchissiez et que vous me donniez votre image positive, ce que vous avez vu récemment qui vous a vraiment plu dans la Wobble, pour garder justement... alors moi j'ai choisi de parler de TikTok. Parce que voilà, je trouve vraiment que TikTok, quand ma fille de 12 ans s'est ramenée avec TikTok, je lui ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je me retrouve à avoir un compte pour suivre les TikTok des joueuses et à trouver ça absolument génial. Et elles s'y mettent un peu toutes. Franchement, si on m'avait dit au départ, Emma Messman et Ali Quigley vont faire des TikTok, je pense pas que j'aurais fait bah non, bien sûr que non. C'était au départ le truc un peu de Gabby Williams, mais genre le Sky, elles sont en feu avec ça. Donc voilà, moi dans les images plutôt sympas, ce que j'ai envie de retenir de ce, outre évidemment le côté basket dont on va discuter encore pas mal, moi personnellement, la Wobble m'a vachement réconciliée avec TikTok. Et vous, c'est quoi votre petit moment Wobble qui vous a plu? Moi j'aime bien voir, alors c'est pas un moment en particulier, mais j'aime bien voir les joueuses avec leur famille, avec leurs enfants. J'aime bien le côté... c'est très bon enfant justement, on les voit interagir. Alors moi je suis pas sur TikTok, je suis un boomer, tu peux le dire. J'ai 45 ans d'âge mental, je le regarde via d'autres réseaux sociaux, mais j'aime bien voir les interactions, même entre les joueuses tout court. Et voilà, je voyais Candace part avec sa fille, il y a plusieurs, Derek Camby aussi avec ses enfants, bref, c'est ce que j'aime. Et puis voilà, c'est l'ambiance globale. Le fils de Brie Hartley, qui maintenant a rejoint le staff de Mercury en tant que photographe. Il a maintenant son compte Instagram depuis aujourd'hui. Tu as aussi les deux filles de l'assistant coach de Indiana Fever qui ont rejoint, qui sont les bowlers officiels des Fever. Donc toi, Shai, ce sera le côté les enfants. C'est vrai que les enfants donnent une fraîcheur incroyable dans les vidéos. Je suis tout à fait d'accord avec toi et Même celle qu'ils ont utilisée pour... alors, je suis pas sûr que c'était dans la bulle, mais pour Seattle, voilà. Ça m'a hypé, ça, moi. Ça. Ouais. Beaucoup les annonces, un peu, c'était hyper punchy, hyper drôle. Dans l'équipe, voilà, on voyait les enfants, c'était cool, quoi. Et toi, Liv? Moi, comme vous le disiez, en fait, on les voit s'entraîner, mais pas forcément directement faire du basket. On les voit souvent faire d'autres activités et j'aime bien voir à quel point elles ont l'air de s'amuser en faisant des jeux finalement un peu random, si je peux me permettre. Ah, c'est au Seattle Storm qui jouait avec... ça. Je pense aux joueuses du Storm qu'on a vu jouer au Spikeball. En fait, c'est un petit trampoline au milieu de joueuses mises en cercle, et on a vu qu'elles avaient l'air de vachement s'amuser. Donc, moi, ce serait ça, mon petit moment positif. En plus de deux autres choses qui sont les sourires de Sue Bird et Breanna Stewart qu'on a vu de retour sur le terrain et qui avaient l'air franchement contentes d'être là. Donc, voilà. Et Megan Rapinoe est dans la bulle aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Megan Rapinoe aussi, voilà. J'ai vu. Et toi, Flo, attention, on a déjà utilisé les enfants, TikTok. Qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver? Moi, c'est clairement le côté coloc, quoi. Ouais. Moi, j'adore voir Maïcha qui fait la maline. Enfin, les gens, elles font des tournois de Mario Kart et Maïcha qui fait la maline. Emma qui répond ouais, mais c'est parce que je suis arrivé avec 1 minute de retard sur la course ou je sais plus quoi. Et alors, il y a eu une petite vidéo, j'ai rien compris au départ, mais on voit Maïcha qui court partout, qui fait, je sais pas, avec un jeu de mots, mais je l'ai remarqué. Oui, c'est ça. Et alors, à chaque fois, elle se met à courir. Et en fait, ça m'a rappelé une vidéo qui était sortie genre 1 ou 2 semaines avant la saison passée, où Tasha Cloud, on la voyait courir à travers tous les bureaux des Mystics. Ils avaient fait une espèce de petite vidéo promotionnelle pour hyper le début de saison. Et quand Tasha Cloud s'est arrêtée, je me suis dit, merde, c'est quand même une joueuse qui amène de l'agnac, c'est un peu le cœur de l'équipe. Et tu te dis, qui est-ce qui va reprendre ça? Allez, Emma, elle est quand même un peu gentille. Ariel Atkins, c'est plus une joueuse. Et puis là, d'un coup, tu vois Maïcha qui sort de nulle part, parce que je la connaissais pas du tout ce jour-là, qui commence vraiment
à faire l'espèce d'ambianceuse là. Et, ça fait plaisir de voir parce que bon, mine de rien, j'ai quand même pris quelques calottes sur le crâne en cours de l'intersaison. Ça fait du bien de voir en tout cas que le groupe, peu importe la qualité qu'il a, il vit bien et les joueuses sont là, quoi. Très bien, voilà, je pense qu'on a au moins gardé tous une note positive de Wobble et qu'on est hyper impatients. Alors, si vous avez suivi nos previews, vous savez plus ou moins ce que chacun a pronostiqué. Donc pour savoir, donc nos previews sont toutes sorties. La dernière sortira jeudi, puisqu'on a suivi l'ordre de classement inverse. N'hésitez pas à retourner les voir. N'hésitez pas non plus à regarder les vidéos de WNBA France. Ils ont fait des previews également sous forme de vidéos un peu plus courtes, où ils présentent aussi les mouvements de l'intersaison, etc. Donc si vous voulez être préparé pour l'insaison, je vous conseille vraiment de lire nos previews et de regarder également les vidéos de WNBA France, et là vous serez carrément incollable. Mais là on s'est dit qu'on allait simplement vous résumer chacun notre classement et assumer clairement nos choix bons ou moins bons. Et prendre le risque aussi de recevoir des messages de haters ou des mails anonymes d'injures. Alors, qui est-ce qui se lance le premier pour nous parler de son classement ? Forcément, quand je l'introduis comme ça, on n'a pas trop envie de... Qui a envie de se faire latter ? Je dis que les plus jeunes devraient commencer. Hein. C'est vrai. Liv, ouais. Balance un peu ton petit classement là, parce que j'ai très envie d'entendre ta justification pour certains pour... Vas-y. D'accord. Alors, on commence par la fin ou par le début ? On soumis à un classement avec que des joueuses de Seattle, mais ça a été fait par le comité d'éthique, évidemment. Non, tu peux commencer par la fin. J'ai dû revoir ma copie. Par la fin. Donc, en 12e position, j'ai mis le Atlanta Dream. Parce que... Désolée pour les fans du Dream, mais je ne suis pas vraiment hypée par leur équipe cette année. Surtout avec toutes les polémiques qu'il y a eu avec la propriétaire de l'équipe. Surtout également du fait du départ d'Angel McCoughtry. Certes, on aura Courtney Williams, mais pour moi, ça ne suffit pas pour voir le Dream ailleurs qu'à la dernière place, malheureusement. Donc ensuite, quand on remonte un petit peu, j'ai mis le New York Liberty en 11e position. Là aussi, il y a beaucoup d'absences. Moi, il y a une joueuse que j'attendais particulièrement, outre bien sûr Sabrina Ionescu qu'on attend tous, mais c'était Asia Durr que je voulais vraiment voir évoluer parce qu'on n'a pas eu l'occasion de la voir la saison dernière, enfin pas beaucoup du moins, vu qu'elle a été blessée. Et là, on a appris que, étant donné qu'elle avait eu le Covid et qu'elle était encore en train de se remettre, elle ne jouerait pas cette année non plus, il me semble. Et donc, c'est encore un coup dur pour le Liberty et quelque chose qui aurait pu hyper l'équipe et qui pourtant ne va pas marcher. Donc voilà, je les mets en 11e place. J'ai quand même hâte de les voir jouer parce qu'il y a plein de talents prometteurs, mais ce ne sera pas suffisant pour être plus haut selon moi. Vous me dites s'il faut que j'aille un petit peu plus vite. Hein. Dixième place, j'ai mis les Lynx. Pareil c'est pour là moi. Que ça joue cette justification à la 10e place. Ah, une justification. Simplement pour moi, elles sont dans une période de reconstruction. Je les vois pas aller très très haut. Leurs stars sont parties. En fait, je trouve que l'âme de l'équipe est un petit peu partie entre le départ des Lindsay Whalen, Brunson, Moore, Augustus maintenant. Voilà, j'attends la reconstruction, mais pour plus tard. Voilà. Okay. 9e place, Dallas. En étant plutôt, même si je les fais rater les playoffs, je suis quand même plutôt optimiste pour voir leur début de reconstruction avec Harry Kay dans un rôle où elle sera moins la femme à tout faire, où elle pourra plus se concentrer sur un vrai poste de 2. Et puis également envie de voir les rookies que j'ai oublié d'ailleurs. Oui, voilà, Satou Savali, voir également Astwendour, enfin voilà. 8e place, Indiana Fever, que je vois se qualifier pour les playoffs avec leur nouvelle coach Marianne Stanley, avec Danica Catchings en tant que GM. Je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis bien sûr, il y a Julie Allemand, donc ça suffit pour justifier cette place de 8e. Bonne 7e, le Sun. Merci. Pardon. Il dit bonne fête à tous les Belges. Bonne fête, c'est ça. 7e, le Sun. Certains vont trouver que c'est un peu bas,
Mais moi, j'attendais vraiment le côté revanche en fait de Jonquel Jones, de Courtney Williams. Et le fait que ces deux joueuses soient parties, je pense que ça enlève un peu de l'âme de l'équipe. Voilà, je les vois pas aller très très haut, même si j'avoue que c'est un peu sévère quand même de les mettre à cette 7e place. 6e place, les Mystics. Comme ça, les deux finalistes de la saison précédente se suivent. Simplement du fait des deux gros départs, Iggy et Tina Charles, je pense qu'on se remet pas si facilement que ça de ces deux pertes. 5e place, les Aces, qui font aussi partie des équipes qui se sont vues rétrograder dans mon classement du fait des absences. Je les aurais mis beaucoup plus haut si Liz Cambage et Kelsey Plum avaient été présentes. Mais malgré tout, je les mets à la 5e place, qui reste correcte à mon avis, parce que c'est un effectif quand même très compétitif. 4e place, je mets le Sky de Coach Wade, que je vois progresser d'une place par rapport à la saison dernière, mais pas forcément encore atteindre les finales, peut-être pour dans quelques années, mais je sais pas, je pense que certes le Sky est sur une bonne dynamique, mais qu'il manque quand même peut-être encore un petit truc en plus qui ferait qu'elle pourrait aller jusqu'au titre. Et donc, pour arriver au trio de tête, 3e place, le Mercury, parce que j'ai l'impression qu'elles peuvent revenir un peu à leur niveau de 2018, c'est-à-dire un effectif complet, solide. Bien sûr, en les mettant à la 3e place, je mise sur le retour de Diana Taurasi à son meilleur niveau. Je mise également sur le retour de Skylar, qu'on n'a pas vu jouer depuis, à part avec Team USA depuis son retour de grossesse. Donc, c'est peut-être un pari un peu osé, mais j'ai l'impression que avec Greener, il y a tout ce qu'il faut quand même pour retrouver le talent de 2018. 2e place, les Sparks, parce que je trouve qu'il y a énormément de talent dans cette équipe, même si Tolliver a dit qu'elle ne jouerait pas. Il y a quand même Candace Parker, Simone Augustus qui est arrivée, et j'ai l'impression que ce sont pas mal de joueuses qui, même si elles sont un peu vieillissantes, ont encore des choses à prouver. Et donc, c'est pour ça que je les vois en 2e place, juste après mon numéro 1, qui est le Seattle Storm, comme en 2018. En fait, moi, le thème dans mon classement, c'est retour en force des équipes qui étaient au top en 2018 et déclin des équipes qui avaient conquis les premières places en 2019. Donc, c'est pour ça que je mets le Storm, en misant ici encore sur un retour de Sue Bird et Breanna Stewart. Voilà. Merci Liv. On passe à notre 2e petit genou. Flo, quel est ton classement ? Alors, je vais le faire en remontant aussi. Donc, moi d'abord, j'ai mis, pour faire mon classement, un trio que je ne voyais pas du tout aller en playoff déjà de base. Atlanta, Dallas, New York. Et alors, pour les classer, il y avait un peu une évolution dans les projets avec New York, qui est vraiment à la base du projet et où il y a encore tout à faire, que j'ai mis 12e. Et puis j'ai mis Dallas, que j'estime plus loin déjà, avec une équipe un peu mieux fournie, en 11e, et Atlanta en 10e, même si je pense que le projet va pas spécialement aboutir à grand chose, mais parce qu'il y a quand même encore quelques joueuses qui sont plus établies, peut-être moins jeunes dans l'équipe, et donc ça peut quand même ramener des victoires. Après, il a fallu se décider sur un peu la charnière de qui va en playoff, qui va pas en playoff. J'avais très peur avec mon pronostic, et puis j'ai remarqué que en tout cas, Olivier avait fait le même. Vous, on verra juste après. Et j'ai mis le Lynx en 9e position parce que je pense aussi qu'il y a une transition à faire, que s'il y a une année où il faut se foirer pour revenir en force l'année suivante, c'est cette année-ci, quoi. Donc, je pense qu'il y a un déséquilibre entre certains secteurs qui sont hyper forts et d'autres qui sont beaucoup moins forts. Donc voilà. Et puis parce que en 8e, en 7e position, j'ai mis en 8e le Fever et en 7e les Mystics, et qu'il fallait que je mette mes Belges en playoff. Et donc il fallait bien que quelqu'un en pâtisse, et c'était Minnesota. Indiana, oui, que je mets en 8e parce que je pense que ça va quand même s'améliorer, et qu'il y a par contre encore pas mal de choses à faire évoluer, donc je vois pas ça non plus aller très haut. Les Mystics, que franchement j'ai hésité, j'ai toujours tendance peut-être à être un peu pessimiste avec mes couleurs, mais j'ai même hésité à les mettre hors playoff, et puis je me suis dit non, allez, Emma, Ariel, et puis merde, on est en playoff, et puis c'est tout. Et après, au-dessus, en 6e le Mercury,
que malgré son Big Three, j'ai du mal à voir aller beaucoup plus haut. Je trouve qu'à côté du Big Three, c'est pas si ouf que ça. Maintenant, je vais peut-être me faire mentir énormément. Le Sun, que je mets en 5e position, que je descendais un peu suite à la défection de Jonquel Jones, mais bon, mis à part ça, il y a quand même encore beaucoup de talent dans l'effectif, donc c'est pas si mal. Et puis après, on arrive dans les équipes qui sont quand même sérieuses. Le Sky en 4, que j'aurais peut-être mis plus bas à la base, mais vu un peu les défections dans plein d'autres équipes, il y a un juste milieu, je finis par les mettre 4 parce que eux n'ont perdu personne en fait. Ils continuent avec l'équipe qu'on pressentait qu'ils auraient hors Covid. Et puis le trio de tête, les Sparks en 3 et les A6 en 2, un peu dans une même logique, dans le sens où c'est deux équipes que je voyais très fortes déjà de base. Les A6, comme l'a dit Shai tantôt, en fait, la défection de Liz Cambridge, ça leur enlève une qualité énorme, mais comme dans cette saison-ci, il y a pas mal d'autres concurrents qui perdent des plumes, au final, je crois que ça permettra que ça aille. Et les Sparks, parce que je trouve qu'ils avaient une équipe énorme, et que du coup, même s'ils perdent quelques éléments, même si je pense que ça va être problématique, ça passe. Et je mets aussi le Storm en 1 parce que eux, par contre, n'ont perdu personne et que la seule inconnue, c'est le physique de Stewart et de Subert. Mais bon, je trouve que c'est quand même l'équipe qui est le mieux armée cette saison. Alors, même si ça me fait toujours mal de le signaler, Shai étant plus jeune que moi, c'est lui qui va présenter. De beaucoup. Oh, t'emballes pas. T'as TikTok? De moins 5 ans. T'as pas TikTok, hein, donc... Ouais, je suis plus vieux en âge mental, clairement. Donc voilà, parle-nous de ton choix. Le problème de passer après Flo, c'est que maintenant j'ai envie de mettre le même classement que lui. Ah, faut assumer ses choix. Il explique bien et il me fait changer d'avis, et voilà. Et je vais quand même m'en tenir à ce que j'avais prévu à la base. Pour les équipes du bas de classement, au final, je pense que le classement apporte peu et que c'est la progression qui va compter. J'ai aussi mis New York 12e, ce qui ne veut pas dire que ça va être un drame et qu'on va s'ennuyer à mourir. J'ai mis New York 12e, juste derrière Atlanta, et Dallas en 10e position. Donc c'est les équipes que j'imagine en reconstruction et qui, à mon avis, seront un petit peu trop loin des playoffs, même si le faible nombre de matchs peut permettre à des équipes surprises de grimper. Ensuite, pareil, moi aussi j'ai mis Minnesota en dehors des playoffs. J'ai peur de le regretter parce que c'est quand même super bien coaché, qu'il reste des belles joueuses. Mais effectivement, ça me paraît être la bonne année pour se reconstruire tranquillement. En 8e position, Indiana aussi, ça me paraît prêt pour jouer les playoffs. Ça a assez progressé. Il y a des pièces intéressantes. Au-delà, je ne sais pas, en playoffs, je ne suis pas sûr que ça aille très loin, mais au moins pour montrer qu'ils sont sur le bon chemin. En 7e position, les Mystics aussi, que j'aurais évidemment mis plus haut sans toutes ces défections. J'ai très hâte de voir les Mystics avec Emma Messman en option numéro 1. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me permet de digérer un peu la déception du forfait d'Elena Deledon. En 6e position, j'ai mis Chicago, que je ne vois pas progresser énormément. Je ne serais pas surpris de les voir plus haut, mais ça manque un tout petit peu pour moi de talent par rapport à d'autres équipes. Donc je les mets en 6e, ce qui n'est pas dramatique, ils sont quand même en play-off. 5e position, Phoenix, qui malgré un énorme Big Three manque de profondeur. Et j'ai quelques interrogations aussi sur la façon dont ça va se passer entre les trois. Juste au-dessus, j'ai mis Las Vegas parce que c'est l'équipe que je voyais. C'est une des deux équipes sur lesquelles je voulais miser pour le titre. Je les vois un tout petit peu en dessous par rapport à mon estimation de base à cause des blessures. Mais ça reste impressionnant et je pense qu'elles seront dans le top 4. Ensuite, Connecticut, que Olivia a mis bien trop bas à mon goût. C'est l'équipe que je pensais mettre en tête de la ligue avant le forfait de Jonquel Jones. Je pense qu'elles ont encore une identité défensive qui va leur permettre de faire une super saison. Dewana Bonner en attaque, c'est un renfort énorme. Pour moi, ils ont le meilleur coach de la ligue. Donc, je les mets 3e en saison régulière. Flo, je te vois sur le meilleur coach de la ligue. Ça va aller, t'inquiète pas. Ensuite, les Sparks en 2e position. C'est juste sur le talent, quelle que soit la manière dont ce sera coaché. Je pense que là, elles sont sur un mode revanche et sur le talent qu'elles sont capables d'aligner. Je ne vois pas d'équipe qui leur sont vraiment supérieures. Et par contre, en première position, Seattle aussi, parce que c'est une équipe qui a montré qu'elle était capable de gagner sur cette version-là, avec Brianna Stewart et Subert, qui même si elles reviennent de blessure,
elle a montré qu'elle savait jouer ensemble. Autour, ça reste très talentueux, c'est très bien coaché, même si le coach ne sera pas là, il aura quand même une influence. Donc Seattle en tête de la saison régulière pour moi. Et ce classement ne vaut pas forcément pour les playoffs, on en reparlera plus tard évidemment. Et ce qu'il faut noter aussi, parce que vous allez entendre mon classement après, c'est qu'on ne s'est jamais consulté pour faire nos classements. Et c'est quand même terrible parce qu'il y a certaines similitudes assez fortes. Enfin, il y a, voilà, par exemple, genre Olivia qui va peut-être mettre le Sun un peu bas ou moi qui vais te mettre. Mais globalement, on est quand même très très synchro. Et pas. Enfin, c'était assez impressionnant quand je voyais nos résultats à tous. Je me disais, waouh! Franchement, alors soit on se brainwash mutuellement, soit on a plus ou moins. Après, voilà, on a peut-être les mêmes sentiments, le même feeling, on verra. Alors, moi, dans mon cas, c'est simple, de la 7e à la 12e place, c'est le classement de Shai. Donc, c'est-à-dire qu'en 12e, je mets le Liberty avant Atlanta, avant Dallas, et je sors aussi le Lynx des playoffs. Pour Dallas, Atlanta, New York, je veux dire, j'ai pas l'impression de faire un blasphème parce que ce sont des équipes avec beaucoup de jeunesse, des reconstructions, on a déjà mentionné plus d'une fois. Minnesota, ça m'a fait mal parce que tu parles de l'âme qui s'en va. Liv, il y a quand même toujours Cheryl Reeve, Sylvia Fowles qui est là, Nafissa Collier enfin, c'est pas dénué de talent, mais effectivement, j'ai envie de dire, à un moment, il fallait sortir quelqu'un et je me suis retrouvée à devoir les sortir eux, mais je suis pas sereine avec ce choix en tout cas, c'est clair. Et il est un peu été fait au détriment de mon choix numéro 8 qui est de mettre Indiana en playoff. Mais voilà, je mettrai pas ma main coupée que ça va se passer comme ça. Maintenant voilà, c'est un feeling parce qu'Indiana c'est une équipe que j'aime bien. Même avant Julie Helmans, il y a des joueuses comme ça avec un capital sympathie, moi en tout cas qui me touche beaucoup. Ça peut être Erika Wheeler, Candice Dupri, McCowan, on a tous envie de la voir, etc. Donc voilà, moi je veux les voir en playoff et ça me brancherait bien. Puis après en numéro 7, voilà, j'ai aussi mis les Mystics. Du mal à les sortir des playoffs. Maintenant on peut pas nier que le choc est rude. Après, tu as fait une comparaison qui m'a vraiment beaucoup plu, Liv. Tu as dit que tu retrouvais un peu comme le Seattle Storm qui avait dû jouer sans Sue et sans Stewie, qui s'en était bien sorti. Mais voilà, si je peux signer quelque part pour ce scénario-là, je le prends. C'est-à-dire, on stole pas, on arrive à montrer qu'on est quand même une équipe et qu'on a quelque chose de beau à voir. Moi, je sais que toute l'année passée, Seattle, quand ils jouaient, j'étais admiratif de ça. Je me disais, à aucun moment, ils se sont fait, ouais, ils ont pourri. Non, elles ont combattu et c'est ça qui fait que vous êtes déjà 3 à les mettre en numéro 1 et vous allez voir après que spoiler alerte, j'ai fait pareil. Et donc voilà, je pense vraiment que des saisons comme ça qui sont peut-être pas des saisons incroyables, des saisons où on arrive à montrer qu'on sait jouer en équipe, qu'on construit des choses même sans nos stars, ça donne quelque chose et moi j'ai vraiment envie de ça pour les Mystics et donc je les vois bien effectivement aller en playoff, mais à un moment elles vont être coincées. Ensuite, j'ai mis le Mercury, et un peu comme pour Minnesota, je suis pas super à l'aise avec ce choix-là, parce que en gros, j'ai misé contre Torazi, et je pense que dans la vie, s'il y a bien un truc très très con à faire, c'est de miser contre Torazi. C'est peut-être l'erreur du siècle, mais voilà, je me dis, elle a une blessure qui est maintenant, une blessure permanente. Hein. Je pense qu'elle a dit qu'au niveau des ischios, c'était quelque chose qu'elle avait un peu tout le temps. Elle a l'âge qu'elle a, et voilà. Skylar Diggins-Smith, je l'aime bien, mais parfois c'est simplement aussi de l'humain. Je l'aime bien, mais il y a des joueurs où on a plus un feeling, on accroche, d'autres moins. Je me permettrai jamais de critiquer Skylar qui est une super grande joueuse, mais voilà, peut-être moins d'atomes crochus, ce qui fait que ça m'emballe un peu moins. Et Brittney Griner, j'adore Brittney Griner, mais on peut plus dire qu'elle s'améliore maintenant. Alors tu vas me dire, difficile de s'améliorer quand t'es déjà une des meilleures, c'est clair, mais tout ça me fait dire que oui, c'est bien. Ça peut faire un très bon Big Three comme elles veulent le faire, mais derrière c'est encore peut-être un petit peu léger et même le Big Three, on n'est pas sûr qu'il va fonctionner. Donc voilà, peut-être comme dirait Jefferson, femme de peu de foi, peut-être, c'est bien possible, et je le regretterai peut-être aussi, mais je n'ai mis le Mercury 6e. Ensuite Connecticut Sun 5e. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû les mettre plus haut. Mais je pense que quand j'ai fait le classement, j'étais encore sous le choc de Jonquel Jones et j'ai encore vraiment des matchs d'elle, des finals en tête, des matchs où elle m'a traumatisée réellement, où je me disais mais laisse des rebonds aux autres s'il te plaît, Jonquel sort de cette raquette fou. Et puis je revois cette image où elle crie comme ça en partant et tout ça et je me dis la perdre elle. Et alors bon, moi je fais partie dans l'équipe Switch, on le sait, des gens qui pensent quand même que Courtney Williams était plus qu'une petite rigolote qui avait les cheveux jaunes et qui chutait de loin. Et donc je pense que Courtney Williams plus Jonquel Jones, ça peut être compliqué à remplacer. Mais à nouveau, Connecticut Sun, si elles finissent 3e ou 4e, je vais pas être tombée de ma chaise.
Ensuite, Chicago Sky, un statu quo, parce que voilà, elles sont à un très bon niveau, elles pourront pas augmenter, elles pourront pas encore step up de la même façon qu'elles l'ont fait l'année passée, mais en même temps, elles n'ont pas été fort touchées par la crise, juste Lavender qui s'est fracturé le pied à nouveau. Et donc moi je les vois faire un statu quo, mais un beau statu quo, et il faut encore se renforcer, sauf si en défense ça devient un peu plus dur. Voilà, je les vois pas. Effectivement, je les vois une place plus haut qu'en 2019, mais pas non plus dans le top 3. Le top 3, je le laisse d'abord à Las Vegas. Parce que comme vous, Liscombe, j'ai fait ouch. Et puis je me suis dit, ouais, mais. Wilson, McBride, McCautry, Coach Lambier, ça peut quand même pas faire autre chose que quelque chose d'assez fort. Donc je pense que ça peut bien donner. Alors en numéro 2, les Sparks. J'en parlerai après, mais les Sparks, moi je mets énormément d'espoir sur Candace Parker, que je vois vraiment faire une saison de ma boule. Je ne sais pas pourquoi, feeling, j'en sais rien, mais Candace Parker c'est Candace Parker, et quand on finit benché sur un playoff, j'ai vraiment envie de la voir revenir en mode Terminator, et j'y crois. À côté de ça, Ogumike, c'est un peu comme quand j'énumérais celle de Las Vegas, Chelsea Gray, tu dis ces trois là déjà ça peut pas ne pas donner quelque chose. Et enfin, voilà, moi je crois. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais Seattle a été capable de faire quelque chose de terrible sans Stewie et sans Sue, mais avec les deux qui sont là et qui sont pas là pour cueillir des pâquerettes, je pense que le titre est vraiment à leur portée. Et c'est des joueuses intelligentes qui ont bien fait leur rééducation, c'est une équipe posée, c'est voilà, à part Dan Hughes, alors je sais qu'un coach c'est important, mais heureusement il sait communiquer avec son équipe, etc. Il y a peu de pertes aussi, et franchement on se retrouve un peu dans un état de guerre, hein. C'est les gens qui ont le moins perdu de membres sur le champ de bataille aussi, et à ce petit jeu là le Storm s'en sort bien, et donc voilà pourquoi moi je les mettrais bien première aussi. Voilà, comme ça, je pense qu'on a fait le tour de nos pronostics et on devra assumer. Un petit mot sur la Fantasy League, puisque évidemment, elle a été fortement chamboulée. Ceux comme moi qui ont opté pour les personnes âgées sont contents de voir que les vieux tiennent le coup. Mais donc, n'hésitez pas, on va aussi suivre ça pendant toute la saison. On va vous faire suivre ça régulièrement, où on donnera un peu le classement pour regarder les visages, mais meurtri de ceux qui... Juste pour savoir, qui est votre plus grosse perte à chacun? Moi, personnellement, c'est Tina Charles. Mon choix numéro 5, c'est la première que j'ai perdue. Et pour vous, c'est qui? Mon choix numéro... Ouais, vas-y. Non, j'allais dire juste la MVP en titre. Ça passe crème, chat, il n'y a pas de problème. Ouais, moi, c'est ma choix numéro 1, Liz Cambage. Oh, ça doit être douloureux. Pareil, ouais. Et moi, mon choix numéro 2, Jankel Jones. Ça fait un petit peu mal aussi, mais il reste du talent quand même. Et je rappelle à toutes ces personnes qui se sont moquées de moi et de Emma Messman en numéro 1 oui. que... Hein? Elle savait. C'est un complot. Le nez. J'ai quand même envie de dire que dans ta fantasy draft, tu mises sur DT. Et là, dans ton classement, oui. Ouais, je sais pas si elle revient à sa fille. C'est DT dans son col. Je sais pas, je suis ambivalente. Arrêtez. Au jeu des européennes, Vadiva et Johannes, c'était pas un bon plan. Mais tu as misé sur Julie Allemand. C'est vrai. Mais donc voilà, n'hésitez pas à retourner voir également notre article sur les Fantasy League. Regardez les effectifs maintenant que vous connaissez les réels effectifs, et vous pourrez éventuellement rire un peu. Dernier point de ce podcast, on s'est déjà pas mal mouillé, je pense, au niveau du classement. Et maintenant, on vous propose, encore plus fou, de donner nos 6 trophées. Alors, il y en a certains, il y en a beaucoup, c'est vraiment fait sur uniquement de la truffe, hein. Je pense, par exemple, le trophée de Most Improved Player, donc la meilleure progression. C'est quand même quelque chose qui, fatalement, se fait en se disant c'est la joueuse qu'on n'avait pas pressenti qu'elle allait exploser. Et donc, nous, on a encore vu jouer personne et on va déjà pressentir qu'il va exploser. Vous voyez un peu le côté Madame Bonaventure. Mais voilà, on va se relancer. On va respecter peut-être le même ordre. Hein, on va garder Baby Liv en première. Et donc, Liv, tu peux nous donner ta MVP, ou ta coach de l'année, ta 6e femme de l'année, ta MIP, ta rookie de l'année et ta meilleure défenseuse de l'année. On t'écoute. D'accord. Je suis pas sûre de respecter exactement l'ordre, mais tu veux que je le c'est redise? parti. Oui, Donc, je pour pense la que ça MVP, ira en fait. Ouais. MVP, c'est peut-être un choix un peu osé, mais j'ai misé sur le retour de Brianna Stewart. En même temps, je me dis qu'il faut que ce soit cohérent. Si je vois le Storm finir en première position, il faut bien que Stewie soit à son meilleur niveau. Donc, ce sera Stewie, même si j'ai hésité, j'avoue, avec AJ Wilson, qui va se retrouver
un peu la star à Vegas. Mais voilà. Ensuite, rookie de l'année peut-être. Ouais, vas-y. J'ai misé sur Sabrina Ionescu pour Oh, wow. ne pas faire original. Certes, elle va pas mener New York à la victoire à elle seule, mais si elle peut déjà montrer que sur le plan individuel, elle apporte quelque chose, je pense qu'elle sera capable de nous faire rêver comme elle l'a déjà fait auparavant. MIP, donc Most Improved, j'ai mis Gabby Williams. Parce que c'est une joueuse que je trouve déjà très forte, mais qui a encore un potentiel, une marge de progression à mon avis. Et c'est surtout du fait de la saison quand même assez exceptionnelle qu'elle a faite en Euroleague cette année. Je pense qu'elle peut amener ça en WNBA et servir encore plus son équipe. Defensive Player of the Year, j'ai une hésitation entre, on va dire que je suis un peu biaisée, hésitation entre deux joueuses du Storm. D'un côté, j'ai envie de jouer la logique et de mettre Shai, je vais te voir rigoler, et de remettre Natasha Howard, mais tout simplement parce que c'est une bête défensivement. Mais si j'ai envie de jouer une petite surprise, je pense qu'Alicia Clark est aussi une joueuse très très solide en défense. C'est son identité depuis son arrivée dans la ligue, et pourquoi pas la reconnaître à ce poste-là. Il reste donc coach de l'année. Je pense que je vais partir sur Marianne Stanley, étant donné qu'elle était avec les Mystics, qu'elle a réussi à décrocher le titre et que maintenant elle s'attaque à sa propre aventure. Si elle parvient à mener le Fever jusqu'au playoff, je pense que ce sera une belle réussite et que donc ce serait mérité. Et j'avais pas trop d'autres choix étant donné que Coach Hughes est absent, que Coach Wade l'a déjà eu, que Derek Fisher c'est pas trop mon Tu devrais même pas citer son nom Voilà. dans le débat, mais pourquoi pas. Je me suis quand même demandé Voilà. si tu n'allais pas mettre l'assistant de Seattle. Elle est pas corporate jusqu'au bout, c'est un peu Je l'ai pas à décevant. ce point. Voilà. Merci Et Liv. oui. Et sixième femme, j'ai Ah oui, oublié, c'est mais vrai. Shai va vraiment me haïr. Sixième femme. D'accord, j'ai été un petit peu biaisée, mais j'allais mettre Jordan Canada simplement parce qu'elle a fait une très belle saison et que je sens qu'elle sera capable de vraiment remplacer Soubert de façon très efficace tout au long de la saison. Voilà. Je suis mauvaise langue, mais enfin, ça se tient, hein, c'est que des choix logiques. C'est pas comme si tu avais mis que des joueuses de New York ou d'Atlanta, juste parce que Seattle. En même temps, on les voit premières, donc Ça. je vais bien le justifier. Ouais. Voilà. Ok. Flo, à ton tour. Alors, on va commencer par la MVP. Je sais plus l'ordre que tu as dit. Hein. On s'en fout. Oui, Dodo. voilà. Je suis parti pour la MVP sur Eja Wilson aussi, qui va avoir beaucoup de place, qui à mon avis va faire une ligne statistique complètement folle. Donc je la vois bien salir la feuille. Mais je dois avouer que dans les mentions, j'ai aussi pensé à Brianna Stewart parce que fatalement, la MVP c'est plutôt dans les équipes de haut de tableau. Et si on voit Seattle finir premier, c'est parce que Brianna aurait été top aussi à mon avis. Et donc voilà. Mais je suis plutôt sur Eja. Ok. Coach de l'année, j'étais parti aussi sur Marianne Stanley. C'est ce que j'ai mis dans les pronos, dans les articles aussi. Et en réfléchissant ici récemment, je me suis dit, tiens, un peu dans le même principe, si c'est pas le Fever qui fait les playoffs, mais que c'est les Wings, qui potentiellement peuvent peut-être avoir du jeu, parce que je trouve que l'équipe est bien construite, je verrais bien Brian Hagler. Je vois bien ces deux candidats-là et celui qui va en playoff remporte le trophée aussi. Rookie de l'année, moi je suis plutôt sur Kenny Carter qui je pense va avoir beaucoup de place à Atlanta. Une joueuse dont Cheryl Swoops et Stewart toutes les deux disent qu'elle peut être potentiellement celle qui a le plus de talent dans la draft. Moi c'est des avis que je respecte et donc j'ai plutôt tendance à les croire dans le sens où de toute façon, les rookies, en gros, elles ont toutes été sélectionnées. Les rookies de haute draft plutôt talentueuses, elles ont toutes été sélectionnées dans les lottery teams. Et c'est peut-être une équipe que moi, c'est une que je voyais pas trop dégringoler au classement. Donc voilà, non, c'est Madame Irma toujours. En sixième joueuse, je vais suivre Liv. J'étais sur Jordan Canada qui a fait une grosse saison l'année passée. Que j'ai même hésité à voir titulaire au cas où le Storm voudrait laisser peut-être sous bord
un peu plus fraîche pour les playoffs. Mais je m'étais dit, à mon avis, respect. Elle sort de La blessure. tête de Steph. C'est mon choix numéro 2, je pense. Qu'est-ce que tu veux la mettre sur le banc, là? Parce que Jordan Canada, elle a quand même sérieusement progressé la saison passée à la main. Et elle est en pleine progression, quoi. Donc si tu la remets sur le banc, d'une certaine manière, tu dois quand même... De toute façon, même si elle est sur le banc, histoire de respecter un minimum le statut de Souber, ça se trouve, elle aura plus de minutes que Sou. Hein. Donc, en tout cas en régulière, je parle. Hein. Je parle en régulière. Pour être sûr que Sou, on s'en fout qu'elle fasse les 22 matchs top. Ce qu'il faut, c'est qu'en finale, elle mette le shoot de la game, c'est tout. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on compte sur elle. Mais donc, je pense que Jordan Canada, elle va avoir pas mal de responsabilités. Et dans ce cadre-là, voilà, je pense que ça peut pas mal se mettre. Et puis, pourquoi pas Julie Allemand, sait-on jamais. Voilà. Defensive player, c'est très simple. Il y en a une qui vient de le gagner en Euroleague. Qui va être dans une équipe super défensive, qui s'appelle Alyssa Thomas, qui va devoir combler les trous en défense de sa partenaire Dewana Bonner, et qui, je pense, va avoir des bonnes stats défensives dans une bonne équipe défensive, et qui va être patronne de défense. Donc, je pense qu'elle a toutes les cartes pour l'être. Et il reste le MIP, et là je vais aller chez moi. Je pense que Ariel Atkins, elle va avoir beaucoup plus de responsabilité que ce qu'elle n'avait. Elle est en 3e année, après une année rookie intéressante et une année sophomore quand même vraiment bien. La saison passée était vraiment bien, mais c'était un peu un jour top, un jour off. Et je pense qu'ici en année 3, elle va gagner de la constance. En fait, je la vois presque en numéro 2 derrière Emma Messman. En gros, dans l'équipe, à part peut-être Aerial Powers, mais en gros, c'est elle, quoi. Et donc, je la vois bien exploser dans son rôle de 3&D et qui va devoir, à mon avis, se mettre à la création parce qu'elle n'aura pas le choix. Et je crois que j'ai fait tout. Tout à fait. Merci beaucoup. Shai. Alors, on ne s'est pas du tout consulté avec Flo, je précise. Je vais commencer par tous les points communs que j'ai avec lui. J'ai mis Aisha Wilson en MVP aussi parce que pour ce dont on a parlé un petit peu plus tôt, je pense que le jeu va passer par elle, qu'elle va faire des très grosses stats, que les Aces seront bien placés, donc je la vois MVP. Dans les autres points communs, on a Alyssa Thomas comme defensive player. Je pense aussi que dans une équipe défensive où elle va devoir combler des trous, comme tu as dit, elle sort d'une grosse saison en Euroleague, elle a reposé ses épaules. Je ne serais même pas étonné que si Connecticut fait aussi bien que ce que je disais un peu plus tôt, elle soit dans la conversation pour le MVP. J'ai aussi mis Ariel Atkins en MIP parce qu'elle va aussi elle va gagner des minutes, elle va gagner des shoots. Je pense que ses stats vont vraiment, sur le plan statistique, on va tout de suite voir les critères pour être MIP. Ça doit être à peu près tout pour les points communs, c'est déjà pas mal. En rookie de l'année, j'ai mis Satou Sabali, ça ne surprendra personne parce que c'est ma rookie préférée avant que la saison démarre. À l'université, c'était la joueuse que je préférais. Je pense qu'à Dallas, elle va avoir des opportunités et que même s'il y a déjà Arike Ogunbowale, je pense qu'elle aura de l'importance dans le jeu et que statistiquement aussi, ce sera pas mal et qu'elle est déjà prête pour la WNBA. Qu'est-ce qu'il me reste ? En 6e femme, alors j'ai tenté un petit pari, j'ai mis Kalina Mosqueda-Lewis de Connecticut, qui je pense va avoir plus d'opportunités qu'à Seattle. C'est un endroit qu'elle connaît bien. L'effectif est réduit, donc elle aura des opportunités. Ça peut scorer pas mal en sortie de banc. Et puisque je mise sur une bonne saison de Connecticut, je mise sur elle aussi. Et comme coach de l'année, Kurt Miller de Connecticut aussi, parce qu'avec un effectif qui n'est pas celui qu'il espérait en début de saison, à mon avis, va faire peut-être pas des merveilles, mais au moins les maintenir à un très très haut niveau, avec des nouvelles joueuses et avec le challenge de les maintenir là-haut. Je pense que Kurt Miller va regagner. Il l'a gagné en 2017 ou 2018, je crois déjà, donc je le vois bien gagner un 2e titre de coach de l'année. Voilà. Merci Shai. Si ce que Shai n'a pas d'équipe préférée, hein, c'est ce qu'il nous répète souvent. C'est ça. C'est ça. Ah, là, cette année, j'avais avant le coup d'envoi, j'avais un petit coup de cœur pour Connecticut, je l'ai toujours. Et voilà. Tu t'obstines, quoi. C'est ça. Ok, alors de mon côté, j'ai aussi quelques points communs. Alors déjà, visiblement, on a une unanimité sur la Defensive Player of the Year, puisqu'on est 4 à avoir dit Alyssa Thomas.
Je pense. Non. Je crois pas Ah oui, c'est vrai. Tu l'as pas mentionné? Alyssa Thomas ne joue pas à Seattle, Non. c'est pas possible. Ah pardon. Tu l'as C'est vrai que mentionné. j'ai une fâcheuse tendance à l'oublier. Non. J'étais persuadée. Bref, à part la femme brainwashée L'hérétique. là-bas, l'hérétique. Donc voilà, moi, Alyssa Thomas, on l'a vu en Euroleague, on l'a vu dans les finals l'année passée. Voilà, moi cette année, ce titre, je pense qu'il est pour elle et je voudrais qu'il soit pour elle. Alors, pour revenir MVP, là par contre, j'ai innové, toujours dans ma passion pour les personnes âgées. Et par rapport à ce que j'ai dit, ben voilà, moi je sais pas pourquoi, mais je me dis pourquoi pas Candace Parker en fait. Hein, je la vois revenir, elle s'est bien préparée, elle est remontée comme un coucou suisse suite à ce qui s'est passé. Elle est dans la bulle avec sa fille et je pense que le fait que sa fille soit là, la voix, etc., c'est quelque chose qui va encore plus la booster. Et moi je crois simplement qu'elle est capable toujours d'aller chercher quelque chose. Et bon, j'ai mis le Sparks en deuxième. Toujours dans une certaine logique. Pour moi, voilà, Candace Parker pourrait bien être MVP cette saison. Et je mettrais bien une petite piécette là-dessus. Alors en coach, là aussi, je rejoins mon ami Flo avec Marianne Stanley. Et Liv, toi, c'était Marianne Stanley, là, ça va. Non, j'ai mis Dan Hughes. T'as mis l'assistant, non. Donc Marianne Stanley, voilà, parce que pareil, si je vois Indiana remonter, je la vois, enfin, elle a déjà fait pour moi des choix audacieux. On parle de Julie Allemand parce qu'on est tout foufou, mais Julie Allemand, si vous regardiez les médias américains, à une époque, dans les joueuses qui allaient se faire cutter, elle était tout le temps dans la liste. Elle a choisi Julie Allemand. Donc elle marque déjà une identité forte, elle fait ses choix qui sont, voilà, qui sont pour moi des choix intelligents. Et donc voilà, si je devais mettre un backup, je suis d'accord avec toi, Shai, je vois bien aussi Kurt Miller faire quelque chose de quand même pas mal avec un bon effectif, et c'est un coach qu'on aime beaucoup. Mais voilà, moi je mets ma petite pièce sur Marianne Stanley. Alors en sixième femme, moi je pars sur Gabby Williams, qui a aussi explosé, je trouve, en Europe avec le BLMA. Elle a fait des stats magnifiques. Et on l'a mis dans nos previews dans le 5 majeur, mais des fans très avertis du Sky partaient plutôt sur l'idée que ce soit Azura Stevens. Hein, c'est Mona qui nous a dit que ça pourrait être Azura Stevens à la place de Gabby, ce qui placerait donc Gabby en sixième femme. Et dans ce cas-là, moi j'ai vraiment envie qu'elle continue ce qu'elle nous a montré et qu'elle soit vraiment capable d'être ce facteur X en sortie de banc. Alors ma MIP, je vais rendre à César ce qui appartient à César, puisque la première idée m'a été soufflée par Hugo de WNBA France qui m'a dit Emma Messman. Et j'ai fait mais oui, mais bien sûr. Parce que avec l'effectif qu'elle a, je la vois pas pouvoir être MVP. Et je vous rappelle que la saison passée, Emma a fait une saison régulière moyenne et elle a complètement explosé en playoff. Et elle a continué à exploser pendant toute la saison. Là maintenant, avec les 4 points d'orgue avec les Cats au mois de février où elle est MVP du tournoi. Et moi, j'aimerais bien revenir sur ce truc où elle prend vraiment l'équipe sur ses épaules. Et dans ce cas-là, sa ligne de stats, elle est capable de faire bien plus mal. Et donc, pour moi, ça rentre effectivement, pour moi et pour Hugo, le roi des stats aussi, ça rentre vraiment dans les cases de la MIP. Et donc, je vois Emma Messman faire une très grosse saison. Et j'aimerais bien être récompensée par ce type de trophée. Alors rookie, là par contre, j'ai fait la grosse suiveuse. Je peux pas passer à côté de la Hype Ionescu et voilà. Même s'il y a plein de joueuses que je trouve hyper sympas, qui ont l'air d'avoir du talent, tout ce que tu veux. Alary, qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là. Mais non. La vérité, c'est que Ionescu, je pense qu'elle va venir et qu'elle va botter des culs. Et effectivement, ça devrait quand même donner quelque chose d'assez sympa à la fin. Et je pense avoir fait le tour de mon petit palmarès personnel. Et je pense d'ailleurs qu'on est au bout de cette émission. Alors, prochain rendez-vous qu'on vous donne, c'est ce week-end. On va suivre les 6 matchs en direct. Donc il faut savoir qu'il y a 3 matchs samedi, 3 matchs dimanche, 18, 21, 23 heures. On commencera d'ailleurs Seattle sous Bird contre Ionescu et le Liberty. Pour chacun de ces matchs, on va les suivre et vous donner un compte rendu très rapide. Si vous voulez les regarder, n'hésitez pas à acheter le League Pass. Le prix n'a pas changé, c'est $16,99 ou $16,99. Ce serait vraiment bête de ne pas en profiter à ce prix-là. Donc vous allez pouvoir nous suivre très régulièrement, vous aurez super souvent des résumés de matchs en vous levant le matin, on vous donnera donc les résumés de matchs, les news, tout ce qui va se passer, on va suivre ça un maximum. Si vous voulez être le plus swag et le plus beau, vous avez tous vu, on a nos t-shirts Swish, ils sont maintenant en vente. C'est une façon soit d'être beau, soit de nous soutenir
soit les deux. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique et à faire vos emplettes, ça fait toujours plaisir et ça nous fait plaisir et peut-être l'occasion aussi de se reconnaître après quand on ira voir des matchs en ayant les t-shirts de la famille. Et enfin, pour terminer bien, avant de lancer cette saison, n'hésitez pas à suivre les comptes francophones sur Twitter, WNBA France, qui est aussi un compte qu'on trouve sur Instagram, Facebook, Twitter et qui est très complémentaire de ce qu'on fait avec Swish. Donc n'hésitez pas à suivre les deux. Je ne sais pas si vous avez peut-être un mot de la fin, une petite conclusion chacun à donner avant qu'on se dise au revoir. Liv ? Vive le Storm. J'en étais sûre. Je rigole. Je me suis dit au moment où je t'ai donné la parole, j'ai fait non. Je voulais simplement faire honneur à ma réputation. Non, plus sérieusement, j'ai vraiment hâte que la saison reprenne. On n'a pas eu de basket depuis un petit moment et ça va vraiment faire du bien de voir tout ça. Non seulement les matchs, plus à côté. Donc, à samedi. Tout à fait. Flo ? Ouais, pareil, moi ça me saoule que le foot ait repris alors que je déteste ça et qu'on n'ait toujours pas de basket, donc très hâte. Et surtout, samedi, un petit Mystics Fever, Emma Messman face à Julie Allemand. J'ai très hâte. Shai ? Alors moi je ne déteste pas le foot, mais je suis quand même très content que le basket reprenne. Tellement que je pars en vacances pendant tout le mois d'août, mais que j'ai quand même prévenu mes proches qu'on ne me verrait pas beaucoup tôt le matin parce que je serais occupé la nuit. Donc voilà, j'ai très hâte aussi. Et on vous donne donc tous rendez-vous dès samedi 18h pour suivre cette saison. On est sur Facebook, Instagram, le site. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, à aimer les vidéos YouTube. Et on vous remercie déjà pour votre suivi et à très bientôt. Salut, salut!